l'intérieur du pays règne la tranquillité et la satisfaction. Nous venons d'atteindre le record du nombre d'années de prospérité. À l'extérieur règne la paix et la bonne volonté. Ainsi s'exprimait le président Coolidge le 4 décembre 1928 dans son message au nouveau Congrès américain. Coolidge pouvait être fier de lui et de son pays. Les années 20 furent en effet une bonne époque pour l'Amérique, même si les riches s'enrichissaient plus vite que les pauvres ne devenaient moins pauvres. La production et l'emploi étaient élevés et ne cessaient d'augmenter. Et en dépit de quelques tensions sociales, le capitalisme américain se trouvait dans une phase active. Les établissements industriels naissaient comme des champignons et faisaient de gros bénéfices. Bref, c'était une époque favorable pour faire des affaires. Et s'enrichir le plus rapidement possible pour le minimum d'efforts devenait le sport favori de spéculateurs à qui tout semblait réussir. 1928 fut la dernière année où les Américains se montrèrent pleins d'entrain et absolument heureux. Le futur président Hoover, alors secrétaire d'État au commerce, fut un des rares à voir venir la crise. Il y a des crimes, dit-il, en parlant des spéculations dès 1925, bien pires que des assassinats, et pour lesquels des hommes devraient être punis. La catastrophe surgit dès le début de l'automne 1929. L'indice de la production baissa, puis le marché financier s'écroula. La confiance ne s'est pas désintégrée immédiatement. Il y eut d'abord de mauvaises journées, puis des bonnes, puis de nouveau de mauvaises. L'Amérique croyait à ses banquiers, Rockefeller, Morgan, Mitchell. Le jeudi 24 octobre fut très mauvais. Ce jour-là, plus de 13 millions d'actions changèrent de main à des prix qui brisèrent les rêves de ceux qui les possédaient. Ce fut le jeudi noir. Dans les salles boursières à travers le pays, le télétype parlait d'un effondrement effroyable. De plus en plus de gens cherchaient à vendre. Les jours suivants, ce fut encore pire. Le mardi 29 fut le jour le plus dévastateur de la bourse de New York et peut-être aussi dans toute l'histoire des bourses. Vers 11h, le marché dégénéra en une marée folle pour vendre. Vers 11h30, il s'abandonna à une frayeur aveugle. On bradait à n'importe quel prix. La panique s'étendit bientôt à toutes les places boursières. Il fallut attendre la mi-novembre pour que le marché se stabilise. Ce n'était qu'un répit. La crise commença à s'installer, puis s'internationalisa. La grande presse titre sur l'effondrement. Le New York Times en fait son accroche, mais n'imagine pas encore le pire. Comme ses confrères, il évoque la décision des banquiers d'enrayer le phénomène et d'arranger les choses. Rockefeller déclare à la presse « La situation du pays est fondamentalement saine. Mon fils et moi avons depuis quelques jours acheté des actions solides. » La déclaration est applaudie. Seul un humoriste ironise. Bien sûr, mais qui d'autre avait de l'argent? En Europe, on suit avec inquiétude l'évolution du marché. Mais c'est en France, et particulièrement par le Figaro, que le krach sera suivi avec la plus grande attention. En première page du journal, il deviendra le feuilleton de l'automne. Alors Jacques Marseille, l'histoire de cette crise a commencé en octobre 29. En gros, le jeudi 24. Est-ce que c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein en Amérique au cours de cet été si beau? Ah oui, tout à fait. Vous savez qu'il y a un vieux dicton boursier qui s'est vérifié une nouvelle fois qui dit « Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel ». Alors les krachs boursiers, il y en a toujours eu dans l'histoire, mais celui-ci a été spectaculaire. Alors il a commencé le mercredi 23 octobre. Il s'est accéléré le fameux jeudi noir, que nous en France on a appelé le vendredi noir, parce qu'on a eu la nouvelle le lendemain. Et puis enfin le mardi noir, le mardi 29. Alors pour donner un peu l'ampleur du désastre, en l'espace d'une journée, le mardi 29, les gains d'une année ont été annulés. Et entre 1929 et 1933, ce sont les gains de 10 années qui ont été annulés. Donc le krach a été vraiment spectaculaire. Il a été spectaculaire parce qu'une grande partie des actions étaient achetées à crédit. C'est-à-dire que par exemple, vous vouliez acheter une action de 100 $, vous mettiez en avance 10 $ et vous empruntiez 90 $ à 8 ou 9% de taux d'intérêt. Alors évidemment,
Si l'action... Pourquoi tout a été échangé aussi vite et pourquoi cette perte de confiance? À cause de cela, parce que je veux dire que si les actions montaient plus que le taux d'intérêt, vous gagnez et vous empochiez la différence, mais quand les actions ont commencé à baisser, les gens qui avaient acheté à crédit ont dû vendre pour payer. Est-ce que tous les Américains avaient des actions en bourse? Non, très peu. Alors souvent, c'est ce que montrent les images. On a l'impression que tout le monde joue à la bourse. On disait que les chauffeurs de taxi, d'ailleurs, écoutaient en arrière quand ils transportaient un homme d'affaires pour savoir quels étaient les derniers cours. On disait aussi que des financiers se sont jetés en haut des gratte-ciels. Oui, ils se sont jetés. Il y en a quelques-uns qui se sont jetés. Et un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais je veux dire qu'il n'y avait que 1,5 million d'Américains qui avaient des titres sur une population de 120 millions d'habitants. Pour vous donner une idée, en France aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui détiennent des titres sur 55 millions d'habitants. Donc le nombre d'Américains qui avaient des titres et qui ont été ruinés par le krach boursier est finalement marginal. Le krach boursier entraîna un effondrement économique. Après la déconvenue des banquiers, vint le temps de la stupeur. Les riches virent leurs revenus baisser, les usines débauchèrent, les entreprises licencièrent. La machine économique s'enraya. Chômage, crise de confiance, exclusion sociale pour une partie de la population qui n'avait jamais connu la misère. En fait, la crise boursière s'expliquait par la spéculation qui l'avait précédée. En 1929, l'économie américaine était fondamentalement malsaine. Beaucoup de choses allaient de travers. Mauvaise répartition des revenus, structure déficiente de société, mauvais système bancaire et état incertain de la balance commerciale. Les coûts portés à la baisse du pouvoir d'achat firent le reste. Le typhon qui s'échappa de la cité de Manhattan atteindra le monde entier. La France subit de plein fouet la crise dès 1931. Devant la débâcle monétaire, elle resta attachée à la parité or de sa monnaie. Refusant la dévaluation, elle fut obligée de peser sur les prix et sur les revenus en limitant les dépenses publiques et en procédant à des baisses plus ou moins autoritaires. L'économie mondiale entrait dans la spirale infernale. Effondrement de la consommation, baisse générale des prix, effondrement des échanges internationaux, moins 80% en 32-33. Accumulation des stocks des produits manufacturés, des matières premières. À leur tour, les pays non industrialisés voient l'effondrement des cours de leurs produits agricoles, leur seule richesse, tels le café au Brésil ou la canne à sucre à Cuba. Partout, la crise nourrissait la crise. Alors ce joli petit dessin animé américain le montre bien. Il pourrait être soviétique. Il pourrait être soviétique. Était-ce une crise de croissance du capitalisme américain ou était-ce une crise de confiance dans l'économie? Je crois qu'il faut revenir un peu au krach. On a l'impression que le krach emmène la crise. Mais les premiers symptômes de la crise se produisent très tôt, je dirais dès 1928-1929. Par exemple, surproduction, la production automobile américaine qui avait été multipliée par 10 baisse à partir du mois de mars 29, donc avant le krach boursier. Et dès que le krach arrive, évidemment, bien sûr, la perte de confiance va s'accélérer. L'effet d'un krach, c'est pas mécanique. Je veux dire qu'il peut y avoir un krach boursier sans conséquences dramatiques sur l'économie. Je dirais le krach d'octobre 1987, par exemple, n'a pas eu de graves conséquences économiques. Oui, mais là, on le voit, la machine industrielle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce que, je veux dire qu'il y a eu une perte de confiance énorme. Parce que si, paradoxalement, ce sont les revenus les plus riches qui ont été frappés. C'est-à-dire ce que Galbraith dit dans un livre remarquable sur la crise de 29, c'est qu'une grande partie de la consommation aux États-Unis reposait sur les classes les plus favorisées. Oui, il dit que c'est la part du lion, d'ailleurs. Voilà, les riches représentent la part du lion. Voilà. Par exemple, les logements, les résidences secondaires, les automobiles, la radio. Tous ces produits étaient achetés par les riches. Or, ce sont les riches qui ont été le plus frappés au départ par la crise. Donc, il y a eu un ralentissement de la consommation très fort. Mais que l'on voit apparaître avant 29. Une internationalisation aussi. Alors l'internationalisation, on a l'impression là encore que ça part des États-Unis et ça se propage dans le monde, mais les premiers symptômes de la crise, baisse des prix, faillite, ralentissement de l'activité, chute de la production, tous ces symptômes se manifestent en Europe à peu près en même temps,
au cours de l'année 1929. Donc le krach boursier n'est pas du tout responsable de la propagation internationale de la crise. Si vous voulez, on peut dire que la crise de 29, c'est une somme de crises nationales et non pas une crise d'origine américaine qui se serait répandue dans le monde. Alors, nous avons vu donc les mécanismes économiques de la crise. Nous allons maintenant constater comment cette crise s'installe dans la société et quelles répercussions elle a sur les gens. L'Amérique de 1933 comptait 13 millions de sans-travail, soit le quart de la main-d'œuvre disponible, 10% de sa population totale. En ces années-là, chômage signifie pauvreté. Très tôt, des travailleurs sociaux et des médecins attirent l'attention des pouvoirs publics sur les effets nuisibles du chômage sur la santé. Dans la nation la plus riche du monde et la mieux pourvue en ressources alimentaires, des hommes, des femmes, des enfants souffrent de malnutrition. Pour pouvoir manger, on est prêt à tout. On est prêt à tout, y compris à danser avec un sourire forcé pendant des journées et des nuits entières, au cours de véritables marathons de danse qui ont inspiré le film « On achève bien les chevaux ». Des familles entières vivent dans des cabanons de fortune. Des villes en carton s'édifient au cœur de la richesse. La communauté noire est plus particulièrement touchée. Vers Séhouverville et Séhouver Valley convergent les vagabonds à la recherche d'un peu de fraternité pour lutter contre l'isolement. Parfois, de petites communautés soudées par la solidarité s'organisent dans un semblant d'ordre. Pour survivre, on cherche sa nourriture dans les poubelles. Impossible d'estimer le nombre de décès causés par la famine. On sait qu'en 1931, une centaine de personnes souffrant de la famine furent admises dans les hôpitaux municipaux de New York et qu'en 1932, 21% des enfants fréquentant l'école ne mangeaient pas à leur faim. Quelques journaux publient les conseils de diététiciens montrant comment on peut survivre avec de maigres revenus, à condition de savoir composer ses menus. Cynisme de ceux qui sont restés riches ou mauvaise conscience de ceux qui veulent le rester. Souvent, la ration hebdomadaire d'une famille se compose seulement de haricots, lard, farine, sucre. En France aussi, la crise provoque le malheur et augmente l'exclusion sociale. C'est là un quartier de la zone de Paris. Ses habitants l'appellent le Maroc. La moindre pluie transforme les rues en ruisseaux de boue, sans pour cela ralentir l'activité de son étrange population, composée en grande partie de chiffonniers. Ramassis de cahutes faites de matériaux invraisemblables, cimetières de vieilles voitures qui sont parvenues au terme de leur carrière et dans lesquelles vivent des familles entières. La solidarité s'installe, publique et privée, comme à New York. Les instituts de charité s'organisent pour sélectionner l'urgence dans la distribution des secours. Les restos du cœur ont été inventés bien avant Coluche, et c'est tant mieux. Je vous offre pour la soupe populaire 2000 kilos de pommes de terre. Le remerciement, généreux bienfaiteur, ça passe la famille malheureuse. Merci, on vient
La Commune libre de Montmartre organise des distributions de vivres et les étudiants du quartier latin servent eux-mêmes la soupe pendant l'hiver. À Berlin aussi, dans une atmosphère moins conviviale et dans un climat d'enrégimentement social et politique, les collectes s'organisent, les secours sont distribués. Chômage, misère, exclusion sociale, malnutrition des enfants, partout en Amérique, mais aussi en France, comme nous venons de le voir, l'exclusion s'installe, la douleur et la détresse des gens devient très vive. Oui, je crois que les chiffres ne sont pas du tout comparables avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il faut bien voir que le chômage a commencé à être vraiment compté à cette époque-là. Donc les statistiques que nous avons aujourd'hui sont certainement sous-évaluées par rapport à la réalité. Je veux dire qu'aux États-Unis, il y a environ 12 millions de chômeurs, mais ce n'est pas un chiffre qui est comparable avec aujourd'hui, c'est 25% de la population active, un Américain sur 4. Et sachant que les agriculteurs représentaient une part très importante de la population active. En plus, j'allais dire que le chômage, on considérait comme chômeurs à cette époque-là les gens qui étaient licenciés, et pas comme aujourd'hui, par exemple, les gens qui sont à la recherche d'un premier emploi. Donc en fait, au Japon, c'est 40% de la population qui peut être mise au chômage, qui est au chômage. En Allemagne, c'est 6 millions de chômeurs. Donc c'est énorme, énorme. En France, paradoxalement, c'est un peu moins. La France a été un peu plus protégée parce qu'elle avait simplement un tiers de sa population qui était agricole. Donc les agriculteurs ne peuvent pas être au chômage. Mais alors on s'aperçoit très bien, grâce à ces images, que la solidarité s'est instituée très rapidement et que finalement, bien, les Restos du Cœur ont leur ancêtre déjà dans les années 30. Tout à fait. Sous le fait d'initiatives privées, il y a eu des distributions de secours, qui fait que, là encore, c'est un chiffre. On a des images pathétiques quand on voit ces images. Mais si je vous dis, par exemple, que le taux de mortalité a reculé pendant les années 30, quand on regarde aux États-Unis, en France et dans tous les pays, le taux de mortalité a baissé pendant les années 30. Mais comment ? Comment ? Parce que je veux dire que le mouvement d'amélioration de la condition de vie ne s'est pas arrêté avec la crise. C'est-à-dire que ce que montrent aussi les images, et c'est toujours le danger des images, c'est que les images accentuent des phénomènes qui restent quand même marginaux. Ce qu'il faut dire que, quand même, pendant cette époque-là, le pouvoir d'achat de ceux qui gardaient leur emploi a augmenté, paradoxalement. C'est paradoxalement dans cette période de dépression que se développèrent les loisirs de masse. Avec la création du PMU en France en 1931, les courses de lévriers en Angleterre et en Allemagne, les grandes revues musicales à Broadway et l'essor extraordinaire du cinéma, avec l'avènement du parlant et la naissance des majors à Hollywood. Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. Plus de richesse chez les riches et plus de pauvreté chez les exclus. Oui, on connaît bien la situation. Alors après le temps de l'exclusion vient le temps de la révolte. L'échec de l'armée du bonus n'a pas découragé les chômeurs américains. Voici qu'à l'occasion des fêtes de Noël, des masses de malheureux sans travail, partis de différentes régions, se dirigent sur Washington en lugubre procession. La plupart des centres industriels américains seront bientôt incapables de secourir efficacement leurs indigents, d'autant plus que les dons qu'ils recevaient de particuliers ou d'associations privées ont diminué considérablement.
Cet hiver sera pour la grande nation américaine une des plus cruelles épreuves que son histoire ait enregistrées jusqu'ici. La Grande Dépression a ébranlé l'ordre social et politique dans la plupart des pays qu'elle a frappés. En France, les révoltes ont été particulièrement vives dans le Nord, à Lille, à Arras. Les ouvriers manifestent. Les femmes aussi sont dans la rue. En France, en Belgique, aux États-Unis, elles se révoltent contre certains gouvernants qui veulent les faire rentrer au foyer. Aux États-Unis, pendant les 3 années noires de la dépression, le climat social a relativement bien résisté à cette formidable épreuve et le système politique n'a pas vacillé. Preuve de l'extraordinaire capacité du pays, de la capacité des citoyens de surmonter tous les défis, jamais une situation plus révolutionnaire ne s'est présentée aux États-Unis et pourtant l'Amérique en est sortie réformée, mais non révolutionnée. La tragédie américaine ne provoque que quelques manifestations vite et violemment réprimées. La brutalité de la répression entrave la volonté de révolte. Le jeudi 6 mars 1930, jour du 11e anniversaire de la fondation de la 3e Internationale, une grande manifestation des groupes révolutionnaires, coordonnée par le PC, est organisée au niveau national. Des femmes et des enfants tentent d'envahir la mairie de New York. La police les matraquera sans ménagement. Les pauvres font peur, et dans l'opinion conservatrice, très vite, les chômeurs sont assimilés à des rouges. La manifestation la plus dure aura lieu à Détroit le 7 mars 1932 à l'appel des communistes. Le soir de ce lundi sanglant, on relèvera 4 morts. En France, une manifestation contre la baisse des salaires provoque un grand rassemblement des fonctionnaires le 28 avril 1934. La police parisienne, sans doute concernée, aura plus de ménagement envers les manifestants que la police new-yorkaise. Gel du traitement des fonctionnaires, ce qui occasionne une manifestation à Moins Paris. 10%. Oui, moins 10%, ce qui est beaucoup. Demande des gouvernements pour que les femmes rentrent au foyer. On connaît ce genre de petits clichés. Partout, donc, les gouvernements vont tenter de juguler cette crise, mais finalement, il y aura des manifestations de chômeurs, des manifestations de pauvres. Est-ce qu'elles seront minoritaires? Parce qu'on a l'impression, dans ces images, qu'il y avait beaucoup de gens, notamment en Amérique, ces fameuses marches contre la faim. Effectivement, les images donnent l'impression de grands mouvements de révolte contre la crise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont été très minoritaires. Il y a eu une action du Parti communiste en mars 1930, le Parti communiste américain qui comptait 7000 membres, donc très, très marginal. Il y a eu surtout une grande marche, une grande manifestation à Dearborn, près de Détroit. Ford avait licencié, il avait 120 000 ouvriers, il n'en avait plus que 30 000, il en avait licencié 90 000. Donc il y a eu une grande manifestation, un gros dégraissage. Mais c'était dans la logique libérale de l'époque, et en plus américaine, ce qui n'était pas le cas du tout en France, où il y a eu beaucoup moins de licenciements. Il faut dire que quand on est pauvre et qu'on n'a pas de quoi manger, on n'a peut-être pas la force d'aller manifester, voilà, de marcher. On a eu quelques manifestations, quelques marches contre la faim, en France par exemple, du Nord, on la voit, du Nord à Paris, aux États-Unis, où il y a eu 4 morts lors de la répression. Répression très violente. En Allemagne aussi, mais les images qui dominent... Les pauvres font peur, les classes laborieuses effraient. Mais les images qui restent, en fait, et je crois que c'est quelque chose qui est un peu lié au chômage, qui reste, c'est la détresse, la solitude, la misère.
En fait, on voit les marches de la faim, mais ce que l'on voit plus, c'est les photographes de l'époque sont en pleine explosion créatrice, j'allais dire, parce que la misère est devant eux. Les images qui ressortent le plus, ce sont les images de la détresse individuelle, en fait, du chômage, beaucoup plus que la démarche collective. Il faut bien dire, par exemple, qu'il y a eu désyndicalisation pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'en France, les effectifs des deux grands syndicats, la CGT, proche de la SFIO, la CGTU, proche du Parti communiste, ont vu leurs effectifs baisser de 1929 de 1930 à 1935. Le président Herbert Hoover lui-même fut balayé par la Grande Dépression. En choisissant en novembre 1932 d'élire Franklin Roosevelt avec 57% des suffrages, les Américains optaient pour la voie réformiste, le New Deal, cette nouvelle redistribution des cartes dans le jeu économique et social. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. En reprenant une partie du programme de la gauche, Roosevelt lui coupera pour longtemps l'herbe sous les pieds. Pour lui, la seule chose à craindre était la crainte elle-même. D'où une intense activité dans les 100 jours qui suivirent son accession au pouvoir. Réforme bancaire entraînant pour un temps la fermeture des guichets et la réhabilitation du troc. Réforme boursière, injection de capitaux, création de grands travaux, appel à la solidarité nationale. The men and women who are unemployed are our problem. We must help to get them back to re-employment. The task before us is vast enough and important enough to call for the utmost of national cooperation from labor, from industry, from agriculture, and from government. La Grande Dépression, qui acheva sa phase descendante en mai, loin d'avoir été le fossoyeur du système capitaliste, lui permit de retrouver les fondements d'une nouvelle vigueur. Dès 1934, Roosevelt avait redonné du travail à plus de 4 millions de chômeurs. Et si le New Deal peut être à bon droit considéré comme un semi-échec sur le plan économique, il fut indéniablement un succès politique. La France ne réagit pas tout de suite à la crise. Ainsi qu'un certain nombre de pays européens, elle était restée attachée au maintien de la parité hors de sa monnaie. Politique coûteuse qui mena la Belgique à dévaluer en mars 1935 à la suite d'une panique financière. La situation française n'était guère plus brillante. Les accès de défiance dans le franc menèrent au dernier effort déflationniste du gouvernement Laval, réduisant autoritairement de 10% les paiements de l'État et les traitements des fonctionnaires. Ici aussi, on se lance dans une politique de grands travaux. L'œuvre qui commence est le résultat de longs efforts.
d'une volonté qui n'a jamais faibli. Elle a pour but, d'abord, de donner à tous les participants des assurances sociales, de doter notre pays de grands travaux d'utilité générale, de donner à ceux qui chôment depuis trop longtemps un travail dont ils ont besoin, et pour vivre et pour remonter leur morale. Les uns et les autres s'en trouveront bien, et le pays s'en trouvera encore mieux. Ce travail est plus important que je ne l'avais pensé. Les pièces de monnaie, jouez là-bas. Acheter français, les mesures protectionnistes se multiplient. La valse des cabinets s'arrêtera à l'avènement du Front populaire. À l'Élysée, M. Albert Sarraut, accompagné de ses collaborateurs, vient remettre au président de la République la démission du cabinet. Quelques instants plus tard, M. Léon Blum est appelé par M. Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Léon Blum tentera dans ses premières mesures une politique de relance. Peu de nationalisation, des accords contractuels centralisés, accord Matignon, qui prévoit des augmentations générales de salaire de 10 à 15 % et une loi célèbre du 22 juin 1936 réduisant la semaine de travail de 48 à 40 heures sans réduction de salaire. Et comme partout, on investit davantage dans le matériel de guerre. Alors cette politique de relance, ce fameux New Deal, cette nouvelle donne, a-t-elle porté ses fruits ? Curieusement, quand on regarde la situation des différents pays à la sortie de crise, ce sont les États-Unis qui s'en sortent le moins bien. Vous savez qu'on a dit de Roosevelt qu'un charlatan qui vend sa marchandise reste quand même un charlatan. Je veux dire il aura tout essayé. Je veux dire que les recettes anti-crise dans beaucoup de pays, ensuite on a théorisé, on a dit Keynes a inspiré ces politiques, pas tellement. En fait, elles sont très classiques. Je veux dire, par exemple, les grands travaux, les ateliers nationaux en 1848 en France avaient fait la même chose. Donc à chaque fois qu'il y avait, ça avait mal tourné. Mais je veux dire que les grands travaux, employer des gens dans l'idée qu'on va leur distribuer un salaire, qu'ils vont consommer, créer des emplois, c'est classique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne se soucie pas à l'époque de l'efficacité économique. On ne se soucie pas du profit d'entreprise, on ne se soucie pas de la restructuration, on ne se soucie pas de la monnaie. Il faut bien voir aussi qu'il y a eu des dévaluations en masse. Des dévaluations successives. 41% du dollar, une dévaluation de 41% en 1933. La livre sterling en 1931, le franc en 1936. Donc on ne se soucie pas des autres, on ne se soucie pas de la monnaie. On ne se soucie en fait que de résoudre un problème social, que de trouver des emplois. Et les mesures classiques qui vont être prises, ce sont des grands travaux, mais surtout, ce qui va accélérer la relance dans des pays comme l'Allemagne, dans des pays comme l'Italie, ce sont les dépenses d'armement dans un climat international qui est quand même très, très guerrier. Alors justement, il est quand même extrêmement troublant quand on regarde cette période-là de constater une concomitance des temps. Je veux dire, montée des totalitarismes, que ce soit en Italie ou en Allemagne, avec cette installation de la crise, parce qu'au départ, on pensait que cette crise serait très temporaire, mais finalement, elle s'installe. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le chômage, l'augmentation donc de la détresse chez des catégories sociales un peu perdues, et puis le totalitarisme en Allemagne et en Italie? Il y a bien sûr des liens, sauf que Mussolini est au pouvoir depuis 1922 en Italie, c'est le climat de l'entre-deux-guerres qui est favorable au fascisme, favorable aux exclusions nationales et aux tentations nationalistes. Et à la xénophobie. Et à la xénophobie. Et je veux dire que c'est en Allemagne en particulier. Mais je veux dire que là où la crise a accéléré ces tentations, j'allais dire, c'est qu'elle a fractionné les espaces économiques. C'est-à-dire que le commerce international s'est effondré de 69% à cette époque-là. Donc dans tous les pays,
On a installé des droits de douane, on a installé des contingentements, on s'est protégé, on a des images achetées français. Donc, je veux dire que ces tensions entre les pays se sont accélérées pendant la crise et les nationalismes ont pu se greffer sur ces protectionnismes. Vous voulez dire que ça a été un terreau extrêmement propice? Ça a été un terreau extrêmement favorable, même s'il ne faut pas, dans un lien mécanique, dire que la crise produit Hitler, que la crise produit le fascisme. Par exemple, rien ne démontre que les chômeurs ont voté Hitler en 1933. Un certain nombre ont voté Hitler, d'autres non. Donc il n'y a pas de lien mécanique, même si le climat est très favorable, évidemment, au nationalisme. Alors on est en train de voir là des manifestations du 6 février 1934. Ouais. Là aussi, finalement, un terreau économique extrêmement propice à l'installation possible d'un fascisme à la française. Oui, c'est très discuté. Discutable. Ce qu'on constate quand même, c'est que les démocraties libérales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France n'ont pas été franchement affectées. Bien sûr qu'il y a eu des ligues, bien sûr qu'il y a eu des mouvements d'extrême droite. Mais je veux dire que globalement, il faut avoir une vision un peu plus optimiste des choses et penser que les démocraties ont relativement bien résisté pendant cette période-là. Alors,